Voici Charles Schwab. C'est le faiseur de roi du Parti républicain et l'artisan de Donald Trump. Un milliardaire qui a défié seul Wall Street et a gagné. L'homme qui contrôle vos finances et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Le meilleur dans tout ça, il a tout accompli en restant discret. Récemment, la situation s'est aggravée. Un de ses principaux investisseurs a vendu toutes ses actions dans l'entreprise. Les gens craignent que Schwab ne soit détruit par les faillites bancaires. Alors rejoignez-nous pour explorer la vie de l'homme qui contrôle vos finances. Comment a-t-il battu Wall Street et survivra-t-il à la crise bancaire? Voici l'histoire de Charles Schwab. Né pendant la Grande Dépression, Charles Schwab grandit dans un cycle de désespoir. Schwab voit ses parents peiner à joindre les deux bouts, rentrer épuisés et inquiets pour l'argent. Il rêve d'une vie meilleure et promet de travailler dur. Il souhaite devenir riche pour aider sa famille. Il est né débrouillard, que ce soit en lançant sa propre ferme de poulets, en conduisant un tracteur ou en voyageant à Chicago pour travailler sur le chemin de fer. Schwab est prêt à tout. Dans ses propres mots, « Oh là là, j'acceptais n'importe quel boulot enfant. » Même si Schwab ne le sait pas encore, il souffre d'une maladie. Tout le monde autour de lui, surtout ses professeurs, pense simplement qu'il est stupide. Ses parents craignent qu'il n'aille pas à l'université, mais il travaille dur pour décrocher une bourse sportive et jouer au golf à Stanford. Schwab a du mal à s'intégrer à la foule huppée et fortunée de Stanford. Se sentant à l'écart, il décide de consacrer toute son énergie à ses études. Schwab obtient un Master of Business Administration à Stanford et commence immédiatement sa quête pour réussir. Après l'université, Schwab travaille dans une société de conseil en investissement. Schwab se demande comment offrir à ses parents un avenir qu'ils n'auraient jamais osé rêver. Alors qu'il s'échine à son travail, il découvre la face cachée et insidieuse de l'industrie du courtage en bourse. Investir nécessite de payer des frais aux courtiers en bourse. Ces frais prédateurs réduisent donc les rendements des gens et rendent l'investissement plus difficile pour tout le monde, sauf pour ceux qui sont au sommet. Cela signifie que la plupart des courtiers en bourse ne se soucient pas de vendre de bons placements à leurs clients. Tout ce qui les intéresse, c'est de toucher de gros salaires. Souvent, ils vendent à leurs clients des actions qu'ils savent mauvaises. Dans le Far West de l'investissement, Schwab sait que la confiance vaut plus que tout. Il veut fonder la première société de courtage honnête, ce qui le rapproche de l'amateur moyen de Megalomedia. Schwab débute par un petit pas, une lettre d'information appelée indicateur d'investissement, qu'il rend fiable pour l'investisseur moyen. Cette lettre d'information connaît un grand succès avec 3000 abonnés à son apogée, rapportant à Schwab 250 000 $ par an, une belle somme pour un jeune homme de 26 ans. Déterminé à s'attaquer aux courtiers, Schwab crée une société de courtage et en fait la publicité dans sa lettre d'information. Les affaires ralentissent car Schwab, à cause de la réglementation, doit appliquer les mêmes tarifs que ses concurrents. Il n'a pas d'avantage concurrentiel, donc la plupart des gens restent simplement avec leurs courtiers actuels. La situation devient si difficile qu'après un an, les partenaires de Schwab quittent et lui vendent leur part, mais Schwab persévère. Il sait que le système d'achat d'actions va échouer et veut ramasser les morceaux. Schwab attend patiemment, puis son moment arrive avec une nouvelle loi. 1975 est l'année où le Congrès finit par sévir contre les sociétés de courtage. La loi permet aux courtiers de facturer à leurs clients ce qu'ils veulent. Schwab profite de l'occasion pour s'attaquer aux courtiers traditionnels et transforme radicalement son entreprise. Il diminue les frais de courtage de moitié. Il remplace la commission des courtiers en bourse par des salaires horaires, supprimant ainsi les incitations perverses. Schwab permet également de négocier des actions à tout moment et en tout lieu grâce à un système téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bien sûr, les sociétés de courtage traditionnelles ne restent pas les bras croisés. Elles ont le plan parfait pour écraser Schwab. Charles Schwab a urgemment besoin d'investisseurs pour développer son entreprise. Il sait que, sans cela, il ne pourra pas aider ses parents plus tard. Pour ruiner son entreprise, d'autres acteurs de Wall Street s'allient et refusent tout financement. Nous manquions d'argent et il m'a été difficile d'en obtenir car Wall Street refusait de financer un concurrent.
Cela ne fait que renforcer sa détermination à réussir et à prouver à tous ceux qui doutaient en lui qu'ils avaient tort. Finalement, sa persévérance paie et on lui propose l'argent dont il a besoin. La Bank of America se rend compte que les autres banques ne financeront pas Charles Schwab et décide de jouer dur en rachetant toute l'entreprise, mais tout n'est pas perdu pour Schwab. Il touche 53 millions de dollars en actions de la banque pour sa participation. Il devient aussi le plus jeune membre du conseil d'administration de la Bank of America, à 42 ans, prouvant qu'il est un homme d'affaires accompli. Des tensions persistent en coulisses entre Schwab et la direction de la Bank of America. La division Schwab de l'entreprise fonctionne très bien et beaucoup la voient comme une étoile montante de la banque. Pendant ce temps, la Bank of America est pratiquement en train de s'autodétruire et de nombreux analystes critiquent leur équipe de direction. À cause de cela, une rivalité féroce se développe entre Schwab et l'équipe de direction de la Bank of America, avec de nombreuses réunions qui dégénèrent en disputes houleuses. La Securities and Exchange Commission enquête sur Schwab pour savoir s'il a utilisé des informations privilégiées afin de vendre toutes ses actions de la Bank of America avant leur chute. Même acquitté, il soupçonne toujours la direction de la Bank of America d'être à l'origine de l'enquête. Beaucoup de dirigeants de la Bank of America détestent Schwab et qui leur en voudrait. Il est plus jeune et bien meilleur homme d'affaires. Pour s'en débarrasser, la Bank of America propose à Schwab de racheter sa société de courtage pour 230 millions, soit 4 fois le prix initial de vente. Il doit utiliser toutes ses économies de toute une vie et emprunter des sommes folles pour réussir ce coup. Alors que Schwab appelle les banques pour demander de l'argent, il se demande au fond de lui s'il pourra le rembourser. Il conclut l'affaire car c'est la meilleure opportunité possible. Libéré de la Bank of America, Schwab cherche de nouveaux moyens d'améliorer son entreprise. Après l'échec avec la Bank of America, Schwab perfectionne son art de magnate des affaires et trouve des moyens innovants pour différencier son entreprise. Il organise des séminaires pour aider ses clients à décider par eux-mêmes, sans dépendre des conseils d'un vendeur peu scrupuleux. Le travail acharné et l'esprit créatif de Schwab finissent par porter leurs fruits lorsque, en 1981, il entre dans la cour des grands en obtenant un siège au conseil d'administration de la bourse de New York. Il peut maintenant vendre des actions directement à ses clients sans passer par un tiers. Cela le hisse parmi les grands de la finance, passant de jeune ambitieux à acteur établi et dominant. 14 ans plus tard, son entreprise est la plus grande société de courtage à prix réduit au monde, avec 1,4 milliard de chiffre d'affaires et 200 milliards de dollars gérés sur 3,6 millions de comptes. Schwab se sent inarrêtable, mais n'oublie jamais que son succès vient de son éthique de travail et sa capacité à résoudre les problèmes. Tandis que d'autres courtiers refusent Internet, Schwab l'adopte et dépasse ses concurrents. 3 ans après avoir commencé, je savais simplement que nous ne pouvions pas continuer à faire les choses comme nous les faisions. Nous avons trouvé une entreprise avec la capacité informatique recherchée qui nous permettait d'être entièrement en ligne. Cela coûtait 500 000 $, toute la valeur de l'entreprise. J'ai quand même signé car nous en avions besoin. Dans les années 1980, Schwab vend des fonds communs, puis des actions et obligations en ligne via son site web. Pour couronner le tout, en 2000, il lance l'une des toutes premières applications mobiles de trading d'actions. Cette adoption précoce d'Internet lui permet de devancer ses concurrents. Les courtiers traditionnels facturent 160 $ par transaction, tandis que Schwab peut rester rentable à 39 $. Schwab vieillit à mesure que sa richesse croît. Il n'est plus aussi jeune et a déjà atteint son objectif de richesse, alors pourquoi ne pas en profiter ? Alors que Schwab envisage un successeur, un nom s'impose. L'un de ses employés les plus fidèles, David Potrock. David l'accompagne depuis le fiasco de la Bank of America et reste l'un de ses employés les plus fidèles. Il a toujours été assidu et excelle dans toutes les tâches qui lui sont confiées, quoi qu'il arrive. Charles Schwab sait qu'il peut compter sur David et lui confier son œuvre. Dès 1998, il partage le poste de président-directeur général. En 2003, Schwab prend sa retraite pour profiter de son succès. En apparence, Schwab semble profiter de sa retraite, mais intérieurement, il aspire à de nouvelles conquêtes. Un jour sur le golf, Schwab reçoit un appel qui le met en colère. David Potrock a augmenté les frais et ruiné l'entreprise, trahi par l'unique homme en qui il avait confiance.
Lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, Schwab entre dans la salle avec un air calme et un cœur froid. Il commence par laisser Pöttruck expliquer ses actions. Dès qu'il a fini, Schwab le réprimande. À quoi pensait-il? Pourquoi avait-il mis en danger la sécurité de chaque employé, client et actionnaire? Alors que Schwab le réprimande, il rallie le conseil à sa cause. À la fin de la réunion, Pöttruck est renvoyé et Schwab le regarde partir. De retour aux commandes, Schwab réduit rapidement les frais et promet aux clients que l'entreprise ne les trahira plus jamais. Mais il se rend maintenant compte de deux choses. Premièrement, qu'il ne peut faire confiance à personne d'autre pour diriger son empire. Je suis toujours un peu dans les parages comme complice de l'entreprise, mais je continue de pousser les gens. On va par là, c'est vers le nord. Ensuite, il réalise que pour obtenir du pouvoir, Schwab a besoin de connexions politiques. Il fait d'importants dons aux candidats républicains car ils soutiennent les grandes entreprises et Schwab donne plus de 12 millions de dollars. Il donne tant d'argent aux républicains qu'on lui offre même le poste de secrétaire au Trésor. Tout ne peut être mis dans une fiducie, etc. J'ai vraiment senti que c'était ma raison d'être. Quand Obama commence sa campagne présidentielle, Schwab craint qu'il n'impose un impôt sur la fortune aux milliardaires comme lui. Il choisit de donner 9 millions à des groupes anti-Obama, tels que les Américains pour la sécurité de l'emploi. Grâce à Schwab, Obama n'instaure jamais d'impôt sur la fortune, mais à l'arrivée de Trump, Schwab sent l'odeur du sang. Personne d'autre ne veut donner à Trump, pensant qu'Hillary Clinton va l'écraser. Schwab a juste un pressentiment sur Trump, sachant que c'est un génie du marketing capable de tout vendre. Il espère que cela l'aidera à la prochaine élection et donne 2 millions de dollars à sa campagne. Quand Trump gagne, Schwab profite de sa faveur envers l'aube. Trump fait passer des lois qui profitent énormément aux magnates des affaires comme Charles Schwab, comme la réduction des impôts et l'assouplissement des restrictions sur le commerce des produits dérivés. Charles Schwab donne même le montant maximum autorisé par la loi pour aider Trump à gagner son procès contre le FBI lorsqu'il l'enquête pour collusion avec la Russie. Les relations politiques de Charles Schwab sont totalement jetables. Après l'attaque du Capitole, Charles Schwab craint que ses liens avec Trump nuisent à ses affaires. Il prend la décision radicale de mettre fin à ses dons au Parti républicain. Charles Schwab cherche à changer son image de milliardaire impitoyable en faisant des dons à des œuvres caritatives au lieu de soutenir des politiciens. Cependant, des ennuis plus graves menacent Charles Schwab. En 2023, les effondrements bancaires ont frappé le monde comme un ouragan. Partout dans le pays, les banques s'effondrent et beaucoup redoutent que Charles Schwab suive. Vous voyez, la société Charles Schwab n'est pas seulement une société de courtage. Elle exploite aussi une banque du même nom. Les mauvais investissements de la banque ont entraîné des retraits massifs, menaçant Charles Schwab de faillite. Les actions chutent rapidement et Charles Schwab a perdu plus de 2 milliards de dollars. La direction affirme que tout va bien, mais d'autres soupçonnent qu'il y a des problèmes qui se préparent en coulisses. Le plus effrayant, c'est que personne ne sait ce qui pourrait arriver. Charles Schwab peut gagner ou tout perdre. L'une des histoires préférées de Charles Schwab concerne 3 hommes qui posent des briques. On demande au premier « Que fais-tu » et il répond « Je pose des briques ». On demande au second homme pourquoi il travaille. Il répond « Pour 5 $ par jour ». On pose la même question au troisième homme. Il répond « Je construis une grande cathédrale ». Toute sa vie, Charles Schwab essaie toujours d'être ce troisième homme. Il n'essaie pas seulement d'être riche, il essaie d'être puissant.